L'image de la semaine vous est proposée par Enedis, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité. Dernier préparatif ce matin dans les salons de la préfecture avant l'ouverture du G6 des ministres européens de l'Intérieur. C'est 6 ministres de l'Intérieur qui en fait vont être 11 parce qu'il faut rajouter à cela le procureur général des États-Unis, la secrétaire d'État américaine à la sécurité, le ministre marocain de l'Intérieur, 2 commissaires européens. Pour l'instant, Édouard Philippe est annoncé puisqu'il fait l'intérim, si je puis dire, en tant que Premier ministre du ministre de l'Intérieur. Et nous verrons si il y a un autre changement depuis après. Je suis comme vous, j'attends. Les migrations, c'est le thème de ce G6 à Lyon. Vous imaginez bien que sur un thème aussi sensible et avec des chefs d'État de pays directement concernés, que ce soit par les migrations ou par l'immigration, les débats seront copieux. Copieux sans doute aussi le dîner préparé par le chef Guy Lassauzet. Demain, les ministres du G6 quitteront la préfecture, direction le grand stade de l'OL. Le lendemain, nous avons le G6 qui se tiendra au Groupama Stadium et qui va réunir l'ensemble des personnalités pour des séances de travail plénières, des séances de travail bilatérales et ils vont pouvoir également assister à un exercice qu'on appelle tuerie de masse qui fait intervenir dans un stade le RAID et le GIGN pour faire face à une prise d'otage. Enfin, la circulation risque d'être compliquée aux abords de la préfecture. Le stationnement, lui, est interdit tout autour du bâtiment. Des détonations qui retentissent en plein cœur du Groupama Stadium. Voilà le point de départ de la simulation d'attentats terroristes organisée ce matin dans le cadre du G6 des ministres de l'Intérieur. Une tuerie de masse fictive destinée à tester la réactivité et la coordination des forces de l'ordre. On se prépare vraiment en amont parce que la situation est chaotique, il y a un stress généralisé. Donc il faut vraiment se préparer au mieux pour faire face. Donc on s'entraîne un maximum, on essaie d'acquérir des réflexes communs et ensuite, on se met en place naturellement et on essaie de s'adapter à la situation, à l'évolution de la situation permanente. Ici, les terroristes déguisés en stadiers s'en prennent aux spectateurs avant de se replier dans les couloirs du stade. Les policiers nationaux sont les premiers à intervenir, bien avant l'arrivée des unités d'élite du RAID et du GIGN. La vraie difficulté, c'est ça, c'est effectivement d'être capable pour les unités de terrain d'encaisser le premier choc qui va être dramatique, qui va se conjuguer en plus des blessés, des tirs, certainement d'un mouvement de panique qu'il va falloir gérer. Et c'est le vrai défi, c'est comment canaliser une foule, comment sectoriser une foule. Une simulation donc, mais aussi une démonstration des qualités françaises en matière de sécurité intérieure, puisque 46 délégations étrangères ont assisté à l'événement. C'est un exercice, mais c'est aussi démontrer notre savoir-faire et nos compétences en matière d'intervention sur une attaque de masse, puisque nous avons tiré des enseignements des attentats de 2015 et de la nécessité que nous avions désormais à coordonner l'intervention de tous les services de sécurité. Au total, 260 policiers et gendarmes ont participé à la démonstration de ce dispositif, baptisé Schéma national d'intervention. Salariés de la fonction publique, étudiants, retraités, ils étaient tous ensemble ce matin à défiler dans les rues de Lyon pour manifester contre la politique sociale d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, c'est une manière de dire non à cette politique de régression sociale qui est menée par le gouvernement et qui se décline à toutes les échelles, à la fois pour l'ensemble du salariat, mais aussi pour le monde éducatif. À la tête du mouvement, les retraités, ce sont eux qui sont à l'origine de cette manifestation. Ils demandent une revalorisation de leur pension. On a un gouvernement qui s'occupe que des riches là en ce moment. Ils ne devaient pas toucher aux retraites en dessous de 1 000 € et comme ils calculent sur les 2 salaires, elles ont été touchées et on a un pouvoir d'achat qui s'érode petit à petit. Au pouvoir d'achat, depuis que je suis à la retraite, on a perdu 10% au moins, facile. Hein. Les enseignants, quant à eux, protestent contre une réforme de la formation professionnelle qui prévoit notamment un regroupement des établissements dans des réseaux thématiques. Il faut savoir qu'à la base, on faisait un BEP en 2 ans, puis un bac pro en 2 ans. On avait 4 années pour les former.
Maintenant, on n'en a plus que 3 et on nous annonce que pratiquement en enseignement professionnel, on n'en aura plus que 2,5. Ça, c'est des fausses économies. Encore une fois, nos hommes politiques regardent les choses à court terme et pas à long terme. C'est sous haute surveillance et dans le calme que le cortège a rejoint la place Bellecour. D'après les dernières estimations, les manifestants étaient 4300 selon la police, plus de 6000 selon les syndicats. Longtemps considéré comme un quartier fantôme, Groslay serait-il enfin devenu un secteur attractif? Avec une ouverture de boutiques en moyenne par mois l'année dernière, la dynamique semble en tout cas lancée. Nous avons mis 2 ans à convaincre les enseignes de venir. Et au début, c'était quand même assez difficile parce qu'il n'y avait rien. C'était beaucoup de bureaux, c'était beaucoup de services aussi, des agences de voyage. Et une de nos grandes ambitions, c'était de rendre ce quartier vivant, de trouver des enseignes complémentaires avec ce qui existe déjà pour que les Lyonnais aient envie de revenir, d'y faire leurs achats, de flâner. Avec 24 boutiques commercialisées sur les 25 du secteur, le quartier République Carnot est sans doute celui qui s'est le plus transformé, en proposant principalement des enseignes internationales et exclusives. C'est le cas de Decathlon City, qui ouvrira sa première boutique en centre-ville dans un mois. On ne pourra pas proposer évidemment tous les produits que vous pourrez trouver à Bron et à Pardieu. On est vraiment sur une clientèle urbaine, donc on va vraiment pouvoir leur proposer les produits vélo, course à pied, trottinette, fitness, qui va correspondre à leurs pratiques et rendre accessible le sport par aussi nos prix attractifs. Dans le cadre des 2 ans du projet Groslay-Carnot, la rue sera demain exceptionnellement piétonnisée. Des animations seront également prévues jusqu'à vendredi. Aujourd'hui, je dis au président de la région, Monsieur le Président, où va la région? Laurent Wauquiez dans le viseur de l'opposition régionale. Le groupe socialiste et démocrate faisait aujourd'hui son propre bilan de la politique menée par la région à mi-mandat. Une région devenue, selon lui, sans ambition et mal gérée. Les politiques de la région ne sont plus investies. Laurent Wauquiez ne se préoccupe pas de ces politiques régionales. La politique économique de la région, 3 ans après, n'a pas encore commencé. La politique sur les TER n'a pas de souffle ni d'ambition. Il n'y a par exemple aucun objectif de relier Lyon et Clermont en moins de 2 heures. La politique de formation professionnelle est sacrifiée. Ce que nous voyons, c'est le maintien des politiques qui avaient été engagées auparavant, mais aucune ambition, aucun souffle, aucune nouveauté. Au-delà de ce manque d'investissement, c'est la méthode Wauquiez qui est pointée du doigt par les élus de gauche. Ces derniers dénoncent un manque de concertation. Par exemple, dans le choix de l'installation d'un nouveau lycée dans le 7e arrondissement de Lyon, la région toute seule a décidé d'acheter les locaux de Sanofi pour 38 millions d'euros. Ça veut dire qu'on va faire un lycée aux environs de 50 millions d'euros, sans coordination avec la métropole qui ouvre un collège pas très loin. À force de vouloir avancer tout seul, sans discuter avec la ville de Lyon ni la métropole, finalement on aboutit à une décision mal ficelée. Ce bilan dressé par l'opposition arrive juste avant le débat d'orientation budgétaire. Il est prévu dès demain à la région. Les lieux sont encore vides, mais plus pour très longtemps. Le Festival Lumière démarre ce samedi. L'événement cinéma de Lyon fête cette année ses 10 ans. 150 000 spectateurs sont attendus pendant 8 jours pour assister aux dizaines de projections et masterclass. Il faut s'attendre à un festival conforme, mais plus encore à ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire une grande fête d'amoureux du cinéma. Et les amoureux du cinéma en question, c'est le public, le grand public, qui sera nombreux. Les artistes que nous invitons, la plupart, non pas pour montrer leurs films ou pour faire la promotion de leur propre travail, mais au contraire pour dire à quel point eux-mêmes sont cinéphiles, admirateurs du travail des autres. Parmi ces invités, Javier Bardem, Juliette Binoche, Claude Lelouch ou encore Alfonso Cuarón, réalisateur de Gravity, sans oublier l'actrice américaine Jane Fonda qui recevra le prix Lumière. On a envie de lui rendre cet hommage après les 50 ans de mai 68, quelqu'un qui s'est très impliqué dans les mouvements de libération de la femme, de libération des peuples, qui a fait beaucoup de politique dans les années 60, avec des excès, avec tout ça, mais elle le revendique. La question aujourd'hui des femmes dans le cinéma et des femmes en général est posée, et bien posée. Eh bien, il n'y avait rien de mieux que Jane Fonda pour justement nous permettre d'en reparler cette année encore. Le Festival Lumière reste avant tout un rendez-vous grand public. En témoignent les 2 nuits organisées pour cette 10e édition, l'une consacrée à Sergio Leone et la deuxième au Seigneur des Anneaux.
L'autre soi, ça fait référence à l'altérité. L'altérité, c'est effectivement savoir reconnaître les autres et vivre avec eux. L'autre soi, à ne pas confondre avec le carré de soi, même si on se trouve ici à seulement quelques centaines de mètres du quartier en plein développement. Ce matin était présenté le projet de réhabilitation de l'ancien IEFM de Villeurbanne, un site de 4 hectares inoccupé depuis 15 ans et qui accueillera bientôt 300 logements. Le projet lui-même est un projet qu'on pourrait qualifier à contre-courant par rapport à une urbanisation traditionnelle en matière de logement, c'est-à-dire qu'il se fait d'abord autour du logement des plus modestes. Accession sociale, résidence étudiante ou encore habitat participatif. Les types de logements proposés seront multiples, mais la vraie particularité de ce projet, ce sont les 30 logements modulaires qui permettront d'occuper le site avant même le début du chantier. C'est devenu tellement difficile de construire rapidement du logement de qualité qu'on est obligé de trouver des formes renouvelées pour répondre à la demande du logement, notamment pour les populations les plus modestes. Des logements, des bureaux, mais aussi de la culture avec la construction d'une salle de spectacle de 1000 places d'ici à 2023. Il va y avoir une programmation événementielle, des résidences d'artistes, des ateliers, donc toute une vie au quotidien, aussi avec la vingtaine d'équipes qui seront en résidence pendant 24 mois. Il va y avoir de la vie, tout simplement. Coût de ce chantier qui débutera fin 2019, 75 millions d'euros. Polémique après l'agression homophobe dont ont été victimes Simon et ses amis dimanche près de Bellecour. Après avoir été frappé et insulté, le jeune homme voit disparaître ses agresseurs dans la station de métro. Il téléphone alors à la police qui lui fait une réponse étonnante. Au moment où la police décroche, leur explique ce qui vient de se produire. Et le policier me demande de vérifier si mes agresseurs sont toujours là. Donc, vu ce qui venait de se passer, évidemment, je refuse de descendre dans la station de métro. Je suppose qu'ils étaient toujours dans les couloirs cachés. Et donc, le policier me dit, écoutez, ils sont probablement partis, donc on ne se déplace pas. Simon a déposé plainte lundi pour cette agression. La police, quant à elle, a ouvert une enquête interne pour réponse inadaptée. Nous sommes au service des usagers, je vous l'ai dit, 1200 appels par jour en moyenne sur la plateforme 17. C'est parfois des situations dramatiques, c'est parfois des situations d'urgence qui nécessitent une réaction appropriée de la part des services de police. Dans la grande majorité des cas, c'est ce qui se produit. Les personnels de police font preuve de professionnalisme et de sang-froid. Et là, il semblerait que ce ne soit pas le cas. Ce que je veux vraiment, c'est qu'on s'interroge sur pourquoi à ce moment-là ils ne se sont pas déplacés. Est-ce qu'il y avait trop d'appels? Est-ce qu'ils étaient débordés? Si c'est la volonté d'une personne qui, parce que c'était homophobe, dit on ne se déplace pas, là il faut que ça retombe sur une personne. Depuis le début de l'année, une quarantaine d'agressions homophobes a déjà été enregistrée dans l'agglomération. L'info continue sur TLM.tv, les réseaux sociaux et le fil info. Le